Soit. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Flash preview, deuxième du nom, cher Rust. Miocic, Cormier, number 3. Bref, rappel des faits avant de rentrer dans l'art de ces deux gars. Tout simplement, International Fight Week 2018, Stipe Miocic vient de battre Francis Ngannou pour une nouvelle défense de ceinture. Il a battu le record. Nous sommes en janvier quand il bat Francis Ngannou, 25 minutes face à Ngannou. Donc il se fait mettre KO au premier round par Daniel Cormier. Un an plus tard, Stipe Miocic prend sa revanche en mettant KO Daniel Cormier, cette fois-ci dans la peau du champion, au 4e round. Et là, il se retrouve une 3e fois, toujours pour la ceinture, à nouveau propriété de Stipe Miocic, mais surtout, parce que là, il y a quand même des enjeux au-delà de la ceinture, c'est l'ultime combat de Daniel Cormier, victoire ou défaite, il fait que de le dire. Là, c'est la der des der pour DC. Donc vraiment, il y a du suspense. C'est une carte qui est assez lourde quand même. Un pay-per-view, là, l'UFC, ils ont sorti l'artillerie lourde niveau com. Et donc, mon cher Rust, finalement, la question, avant de savoir qui va gagner, c'est surtout qui est véritablement Daniel Cormier, parce que là, on est en train de nous le vendre comme potentiellement le plus grand heavyweight de tous les temps en cas de victoire face à Stipe Miocic. C'est vrai que vu qu'on est un peu dans le cadre d'une flash preview, on peut en profiter pour faire un très très rapide retour sur effectivement qui est Daniel Cormier, parce que c'est vachement intéressant de voir la carrière qu'il a eue avant le MMA. Il faut vraiment savoir qu'on dit toujours que Daniel Cormier est un excellent lutteur. Il faut vraiment se dire, c'est pas juste un excellent lutteur, c'est un des meilleurs lutteurs américains de tous les temps. Ça se discute, mais en tout cas entre 2003 et 2008, c'est pas pour rien qu'il a été nommé capitaine de l'équipe des USA en 2008 aux Jeux Olympiques. C'était vraiment quelqu'un qui était monstrueuse. Ah oui, qui était monstrueux, absolument monstrueuse. Donc, il faut vraiment se dire que Daniel Cormier, entre ces années-là, voilà, pendant 5 ans à peu près, entre 2003 et 2008, c'était un des meilleurs lutteurs américains, top 3 absolument sûr et certain, de tout le pays. Et c'est vous dire, quand on connaît le programme qu'ils ont universitaire, quand on connaît la profondeur entre guillemets, du banc des lutteurs aux États-Unis. Et donc voilà, en 2004, il a eu la 4e place aux Jeux Olympiques, je ne sais plus, à Athènes, voilà. Et en 2008, il était donc censé reprendre, la place de capitaine de l'équipe des USA. C'est simplement qu'à ce moment-là, il a eu un weight cut qui était beaucoup trop difficile. Donc, il devait couper du poids pour être, il me semble, à 96 kilos. Et ça a été tellement traumatisant pour son corps et en particulier pour son foie qu'en fait, le foie de Daniel Cormier a lâché. Il l'a complètement lâché. Il a le foie shutdown et ça l'a obligé d'abandonner la compétition, les Jeux Olympiques en 2008. Et Daniel Cormier disait, ça a été un des moments les plus difficiles de ma vie. Alors évidemment, il y a d'autres moments qui ont été beaucoup plus difficiles. On va pas rappeler, mais on sait que sa fille a été décédée dans un accident de voiture, etc. Mais il dit, voilà, sportivement, c'était un des trucs les plus difficiles. Et d'ailleurs, après cette désillusion des Jeux Olympiques en 2008 en lutte freestyle, il est passé au MMA en fait. Il est passé au MMA, il a directement commencé à s'entraîner à la team AKA, donc avec Javier Mendez, Cain Velasquez, Luke Rockhold, etc. Et donc en 2008, 4 ans plus tard, en 2012, il est déjà, donc son premier combat, il l'a fait au Strikeforce, il a fait quasiment tous ses premiers combats au Strikeforce, ce qui est quand même assez impressionnant, parce que c'était une des meilleures organisations à l'époque. En 2012, il est champion du Strikeforce après 10 combats et 10 victoires, ouais. Après être rentré dans vainqueur du Grand Prix. Autant pour moi, vainqueur du Grand Prix, qui était censé être une espèce de méga tournoi où, en gros, le Strikeforce espérait une finale Overeem-Fedor. En fait, Fedor a perdu au premier tour et Overeem a dit ouais, la flemme. Et du coup, en fait, Cormier est arrivé en remplacement et finalement, il a gagné le tournoi, mais qui n'était pas un petit tournoi parce que, par exemple, en finale, il a battu Josh Barnett, qui était un des meilleurs combattants hors UFC en heavyweight qu'on pouvait trouver. Et ensuite, il est allé à l'UFC. Il est devenu champion en light heavyweight et en heavyweight. Alors, il est descendu à partir des poids lourds. Il est descendu en light heavyweight parce que son ami Cain Velasquez était champion à l'époque. Il a combattu John Jones 2 fois. Il a perdu 2 fois. Mais parce que John Jones a eu des petits soucis, il a pu devenir champion des light heavyweight entre-temps. Il est devenu, donc je ne sais plus à quelle année, il est devenu aussi champion en montant en heavyweight quand Cain était parti, en battant Stipe Miocic pour devenir en 2018. En 2018, et donc à ce moment-là, il est devenu détenteur de 2 ceintures simultanées en light heavyweight et en heavyweight.
Et voilà, et on en est là. Donc c'est quelqu'un qui a battu absolument tout le monde à part John Jones, puisque donc Stipe Miocic, il l'a battu, mais il a aussi été battu sur le dernier combat. Et donc voilà, donc c'est quelqu'un qui, entre guillemets, à part John Jones, il ne connaît que la victoire. C'est quelqu'un qui est un habitué des performances extrêmes. Et vraiment, voilà, on le redit une dernière fois, en lutte, c'est un des meilleurs lutteurs américains en poids lourd de tous les temps. Et voilà, et une transition à MMA, c'est quelqu'un qui, quand il se met à quelque chose, il a une mentalité qui fait que de toute façon, il est insubmersible. Il va absolument tout faire pour gagner les combats dans lesquels il est mis. C'est impressionnant et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est dans la conversation pour devenir un des meilleurs heavyweights de tous les temps. Sinon, tout court, le GOAT, tout court, notre cher Daniel Cormier, qui, comme l'a dit Rust, a aussi traversé des passages personnels qui ont été extrêmement compliqués pour lui. Et en face, il y a Stipe Miocic, où là, c'est complètement différent parce que Daniel Cormier, on a l'impression, il est commentateur de l'UFC, très pote avec Dana White, le président de l'organisation, il s'entend très bien avec Joe Rogan, donc il a depuis toujours, sans avoir forcément ce statut de star, été poussé par la machine UFC. De l'autre côté, on a Stipe Miocic, qui lui a réussi des accomplissements absolument fous, qui a le record de défense de ceinture UFC, qui est maintenant 2 fois champion heavyweight de l'organisation, mais pourtant qui reste extrêmement sous-coté. Alors que Rust, il a un bagage de lutteur, il a aussi une boxe qui est absolument dévastatrice. Donc sur le papier, et puis aussi, il a ce côté terreur de l'Est qui a réussi à séduire un nombre de spectateurs extrêmement impressionnant. Mais sauf qu'avec lui, et puis surtout, il a un sens de l'humour absolument légendaire. Mais pourtant, avec lui, on a l'impression que le combo, la mayonnaise, ne prend pas du tout. Ouais, et c'est assez étrange. On pourrait presque y dédier un podcast parce que c'est vraiment un cas d'école. Mais en tout cas, ouais. Alors c'est vrai que quand on dit il a ce côté terreur de l'Est, alors il faut savoir que du coup ses parents étaient croates. Lui, il est américain. Ses parents étaient immigrés de Croatie. Il y retourne d'ailleurs de temps en temps. En fait, alors lui-même ne parle pas le croate, mais il y retourne pour renouer un peu avec les racines. On l'a vu par exemple s'entraîner à Zagreb avec Mirko Krokop Filipovic, la légende. C'est donc quelqu'un qui il est à Cleveland, il a été à Cleveland, Ohio. Cleveland, Ohio. Ouais, Ohio. Il a été à Cleveland toute sa vie. Alors c'est vraiment voilà, c'est l'archétype du besogneux en fait. Stipe Miocic, le mec est pompier, le mec a grindé toute sa vie, fils d'immigré, donc il a le fameux immigrant mentality. C'est quelqu'un alors il a été, à partir de très très jeune, en fait, dans sa vie, il a été poussé par sa maman à faire du sport. Et en fait, il avait de telles facultés athlétiques qu'il est devenu un très très bon joueur de baseball et de football américain. Il a été à assez haut niveau dans les deux sports. Il a trouvé aussi la lutte, puisqu'il est devenu, il a été en division 1 NCAA en lutte, freestyle, il me semble. Donc c'est quand même un très très bon lutteur aussi. Il est aussi Golden Glove en boxe anglaise. Alors Golden Gloves, en fait, c'est une compétition, c'est une des plus grosses compétitions amateurs, si ce n'est la plus grosse aux États-Unis. Il est Golden Glove de l'État de Cleveland et il a été jusqu'en quart de finale au niveau national sur le Golden Gloves. Donc c'est quelqu'un qui en plus en anglaise a un gros background. En anglaise amateur, et il a donc trouvé le MMA à peu près à la même année, vers les mêmes années que Cormier, donc 2006, 2007, 2008. Enfin, Cormier 2008, mais lui, c'était petit à petit. Et voilà, en fait, il est arrivé à l'UFC assez rapidement. Il a battu à peu près tout le monde. La seule défaite qu'il n'a pas pu pour laquelle il n'a pas pu prendre sa revanche, c'est Stéphane Struve. Mais voilà, c'est qu'il était encore un peu jeune à l'époque, entre guillemets, en termes de MMA. Autrement, il a été battu par Junior Dos Santos au terme d'une guerre sans nom pour un premier combat, mais il a pris sa revanche en mettant Junior Dos Santos KO et de façon très très claire ensuite. Il a été battu par Cormier, mais il l'a rebattu ensuite, on le sait, par KO à son tour avec les énormes liver shots. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, il est cimenté comme peut-être le plus grand champion heavyweight de tous les temps à l'UFC. Alors voilà, tu l'as dit, il détient le record, donc 3 défenses successives de la ceinture en heavyweight. En fait, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais bon, si c'est un record, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est tellement difficile de défendre sa ceinture plusieurs fois d'affilée en heavyweight, tellement c'est les blessures, tellement c'est
Ce sont des carrières qui sont éloignées dans le temps au niveau des combats, de la fréquence des combats. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et en plus, on le répète, hein, voilà, enfin, en heavyweight, tout peut changer en un seul coup. C'est la division dans laquelle il y a plus de finition, etc. Donc voilà, Stipe Miocic, il est extrêmement complet. Il est bon partout et difficile, difficile à mettre KO aussi. Il a un bon menton. Alors évidemment, il a été mis KO contre Cormier. C'était un KO en clinch et on l'a vu même contre Bigfoot Silva. Cormier en clinch, il est vraiment, vraiment terrifiant. Donc c'est quelqu'un qui a un peu le full package. Il a le mental, le menton, les compétences. Il est complet et c'est pour ça on est C'est là un dans ce podcast tueur avec aussi. vous. Dès qu'il blesse quelqu'un aussi, il a cette capacité à finir. Et ça, c'est Ouais, hyper impressionnant. c'est vraiment un requin. C'est vraiment un finisseur dans l'âme, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui à parler avec vous de est-ce qu'on peut considérer que ce sont les deux plus grands heavyweights de tous les temps? Pas évident. Pas évidemment, mais je pense que pour Daniel Cormier, honnêtement, je pense que c'est mort et que c'est vraiment la volonté de l'UFC de vendre Daniel Cormier comme le plus grand heavyweight de tous les temps. Je pense que tu vois, sur le papier, par rapport au mec qu'il a battu, un, ça ne le fait pas, et deux, il n'y a pas non plus ce côté, t'as passé l'essentiel de ton prime dans cette catégorie-là, t'as pas non plus dominé, parce que il a été champion, mais il a été champion, il gagne le titre contre Miocic. Ensuite, il fait sa première défense contre Derek Lewis. On rappelle que la défense contre Derek Lewis, c'est parce qu'il était dans une situation où l'UFC cherchait absolument un main event. Et donc, du coup, ils ont pris Derek Lewis. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Rust? Tu n'entends pas? C'est limite, mais on se comprend. Trop cher Stipe Miocic, pour le coup, qui a clairement le CV. Et je pense que ça, tu vois, ça va bien vivre avec les années, dans le sens où il a tous les noms. Mais le seul problème, c'est que si vous regardez à chaque fois le contexte et les dates à partir desquelles il a battu ces mecs-là, c'était à chaque fois quand les gars étaient vraiment sur la phase descendante de leur carrière. Parce que quand on regarde, quand il bat Junior Dos Santos, c'est plus le Junior Dos Santos de leur première guerre. Quand il bat Alistair Overeem, c'est pas le Alistair Overeem qui a fait son entrée à l'UFC. Fabricio Verdum, ok, il avait ce titre de champion, mais tu vois, c'était pas non plus Prime Verdum, on va dire, niveau physique. Andrei Arlovski, n'en parlons pas. Mark Hunt aussi, qui restait extrêmement dangereux, mais c'est vrai que c'était pas non plus le grand Mark Hunt. Et donc c'est ça, c'est autant de noms, autant de finish, mais le problème, c'est vrai que c'est une période où, on va dire, s'il y avait uniquement Stipe Miocic qui était en forme. Et quand il y a eu le combat contre Ngannou, c'est là où pour moi il a vraiment validé le truc, parce que tu avais cette nouvelle génération qui arrivait avec Francis, et il a clairement mis un stop autoritaire à Francis Ngannou qui arrivait en tant que challenger. Et depuis, voilà, il y a cette rivalité avec Daniel Cormier qui a plus de 40 piges quand même aujourd'hui. Donc, c'est un peu compliqué parce que tu es obligé d'expliquer et de justifier le truc. Et pour moi, en fait, quand tu as quelqu'un qui est considéré comme le GOAT, normalement, t'as pas besoin de l'expliquer. Tout le monde le sait, Michael Jordan, tout le monde le sait, Wayne Gretzky, tout le monde le sait, et même en MMA, John Jones et Georges Saint-Pierre, t'as pas besoin de tergiverser. T'as pas un GOAT clair et précis, mais quand quelqu'un dit JSP est le meilleur de tous les temps, John Jones est le meilleur de tous les temps pour moi, bon, il y a quelques mecs qui vont faire ah mais il a pas fait ci, il a pas fait ça. Mais bon, tu pinailles juste. Là, tu as quand même de sérieux arguments pour dire, tout simplement, et là, je pense que Rust va aller vers là, c'est Fedor. En fait, c'est vrai que c'est compliqué parce que d'un côté, en fait, on a presque envie de se dire, en heavyweight, c'est compliqué de dire que quelqu'un est le GOAT parce que de toute façon, c'est une catégorie qui, par essence, est assez vieille. C'est vrai que c'est compliqué de durer dans cette catégorie, mais celui qui a le plus duré dans sa génération, c'était Fedor, en fait. Et en fait, je vois venir, bien sûr, les commentaires, et avec lesquels on pourrait carrément être d'accord et discuter sur le fait que Fedor, évidemment, c'est le fameux, n'a jamais été à l'UFC, et c'est vrai, et c'est complètement vrai. Cela dit, il y a quand même un truc, qu'a eu Fedor, c'est que même s'il y a eu beaucoup de combats qui, clairement, c'était des combats Achille Zavata contre des mecs qui font 300 kilos, des joueurs qui n'ont rien à foutre là, des Hongman Choi, des trucs comme ça, dans le même temps, il y avait Crocop, il y avait Minotauro Nogueira, il y avait Mark Hunt quand il était effectivement avec 10 ans de moins. Il y avait vraiment, et même à la limite, on pourrait dire, quand il a combattu Arlovski, il sortait de l'UFC, mais il était encore vraiment frais et il était au top au niveau physique. Ouais. Donc en fait, en essayant d'être objectif, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que oui, c'est à l'UFC. Disons, maintenant, si on devait faire un Fedor de son prime contre un Miocic de son prime, clairement, c'est pas évident. Si on devait faire un Fedor de son prime contre un Cain Velasquez de son prime, clairement, c'est pas évident. Et l'argument est valable aussi pour Daniel Cormier.
Donc, en termes de compétences, franchement, c'est pas évident du tout d'établir le fait que Fedor est le meilleur de tous les temps. Alors que je suis fan de Fedor, j'ai aucun problème à le dire. Néanmoins, c'est vrai qu'en termes d'accomplissement, en fait, c'est compliqué parce qu'on se dit, ben, tu l'as dit en fait. Pour Miocic, quand il a battu tous ces noms-là, il y avait eu un petit côté. Les gars étaient déjà sur la pente descendante. Pour Cormier, il y a aussi ce côté. Il a battu Miocic et c'est une énorme performance. Mais sinon, la majorité de sa carrière, il l'a faite soit en light heavyweight, soit au Strikeforce. Et donc, il n'a pas encore rencontré les gars qui étaient le top du pop à l'époque. Parce qu'à l'époque où Daniel Cormier était au Strikeforce, c'est là où il y avait les Junior Dos Santos et les Cain Velasquez. Et où, même si ils sont amis, donc on n'aurait pas pu savoir contre Cain Velasquez, mais c'est là où, s'il y avait été, on aurait eu un espèce de triptyque avec Dos Santos, Velasquez, Cormier. Et là, pour le coup, là, on aurait su qui était qui. Donc, c'est pas évident, c'est vraiment pas si évident de dire que Cormier versus Miocic, c'est pour le titre de plus grand combattant heavyweight de tous les temps, sachant qu'effectivement, on en discutait avant le podcast, il y a Fedor au niveau des compétences et des accomplissements, et il y a Cro Cop, des gars comme Cro Cop, et on se faisait la réflexion juste avant qu'on aille à l'antenne, c'est le fait que un Cro Cop contre un Miocic ou un Cro Cop contre Cormier, stylistiquement, si les deux sont dans leur prime, c'est chaud. C'est vraiment, vraiment super chaud. Parce qu'avec la défense de takedown qu'on connaît comment s'appelle-t-il, de Mirko Cro Cop, avec son striking à distance et en plus qui est parfaitement adapté au MMA puisque c'est un striking de snipe avec un seul coup ou des 2 coups max, mais ultra, ultra puissant. Je ne vais même pas, évidemment, aller vers le fait que le côté favori de Mirko Cro Cop, c'est son côté gauche, et le point faible de Cormier, c'est son côté droit, du coup, là où il y a le foie. Donc, des middle kicks de Cro Cop contre Cormier, il y a un côté moins par moins, plus. Tu vois. Enfin, ça ne marchera plus, ça ne fonctionnera plus. Ça aurait été vraiment intéressant. Mais voilà, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué d'établir une hiérarchie, en fait, en termes de GOAT, surtout chez les heavyweights. Et en fait, on est condamné à en rester. Après, l'UFC, quand même. Enfin, je pense que tu vois, là, jusqu'à ce qu'il y ait un gars qui domine durablement à l'UFC, tu auras toujours ce point d'interrogation pour le GOAT, toute organisation confondue. Mais je pense, par contre, que là, si Miocic s'impose contre Cormier, c'est clairement à l'UFC le plus grand de tous les temps dans cette catégorie heavyweight. Ouais, mais tu sais, à mon avis, le problème, c'est qu'on dira toujours, ouais, mais s'il avait combattu Cain de son prime, enfin, tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Moi, clairement, je me le dis, non. En fait, Cain, en plus, le problème, c'est que Cain est revenu. En vrai, pour moi, c'est surtout ça. Cain est revenu contre Francis. Et ok, c'était plus le même Cain, mais tu vois, t'as ce problème aussi là il est peut-être resté trop longtemps. Et tu peux plus avoir ce petit côté, t'as le point d'interrogation, un peu comme quand que Georges Saint-Pierre revienne, où tu te dis, comment est-ce qu'il va être à cet âge-là. Là, il est revenu, et quand il est revenu, ça s'est très mal passé pour lui. Donc du coup, tu t'es obligé finalement de dire, ok, un Cain Velasquez de 36-37 piges, ça ne fonctionne plus. Alors qu'un Stipe Miocic de 36 piges aujourd'hui, il est toujours au top niveau, il a la ceinture et là, il s'apprête à affronter Daniel Cormier. Tu sais, c'est un peu ce côté, justement, étoile filante que Cain Velasquez a, le fait de se dire, C-Level Cain, le fameux C-Level Cain de quand il avait entre 27 et 33 piges, ça, c'était un truc de ouf. Mais je trouve que c'est un... Enfin, pour moi, tu ne peux pas être le GOAT et de se dire, c'est pour ça que Ronaldinho en football, on peut pas le considérer comme le plus grand parce que l'échantillon est beaucoup trop court. Et puis, je vais pas dire que ce serait trop facile, mais ce qui fait que les Messi, les Ronaldo, les Zidane, les mecs comme ça, c'est que quand ils ont 30 piges, quand ils commencent à être vieux, les gars sont toujours au top et tu as une période de domination qui est dingue. Tu peux pas juste c'est comme si nous on disait le GOAT Bantamweight, c'est Cody Garbrandt, le combat qu'il fait contre Dominique. Ouais, ou alors le GOAT Middleweight, c'est Uriah Hall parce qu'il a battu Moussassi, tu vois. Ouais. Non. Ouais, non, ça marche pas contre Moussassi. Mais Moussassi, ça veut dire quelque chose. Hein. Oui, c'est vrai. Non, oui, non, c'est vrai. Mais oui, non, effectivement, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est compliqué pour Cain. C'est vrai que d'autant plus qu'on pourrait se dire, oui, il a été miné par les blessures, et oui, c'est à cause des blessures que Cain a été obligé de s'arrêter. Mais en fait, on pourrait aussi voir le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire, ouais, mais s'il a eu autant de blessures, c'est OK parce qu'il s'entraînait comme un espèce de démon hors de sa boîte,
mais peut-être aussi parce qu'il s'entraînait mal. On se souvient tous de ces vidéos où il fait du kettlebell à, je sais pas, à 75 kilos, je sais pas trop quoi. Il les balance, mais tu sais, en mode, je sais pas trop quoi. Mais alors, le dos, tu peux être sûr qu'il a dit non très, très vite. Donc, il y a aussi ce côté-là qui, c'est pas des compétences dans la cage, mais qui doivent aussi être prises en compte dans comment dire, le décompte final, en fait. Dans le sens, c'est aussi parce qu'il a peut-être pas eu les méthodes d'entraînement adéquates que ça n'est pas devenu le mec qui a pu régner pendant 10 ans. Et ça compte au final, parce que c'est pour ça qu'il n'est plus là aujourd'hui. Donc, tandis que des gars comme Georges Saint-Pierre ou Miocic ou d'autres, ça fait partie du truc, quoi. Parce qu'ils ont su gérer leur corps et leur carrière, c'est pour ça qu'ils sont encore là aujourd'hui. Et donc, ils sont dans la conversation. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça aussi, parce que finalement, l'entraînement fait aussi partie de la carrière. Enfin, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ouais. Et donc, je suis d'accord, c'est vrai que c'est difficile de considérer une étoile filante comme étant parmi les GOAT. Après, voilà, il y aura toujours ce côté, même malgré tout ce qu'on vient de dire, quand on voit Kane contre les Bigfoot Silva, quand on voit Kane contre les Junior dos Santos, on ne peut pas s'empêcher de se dire, malgré tout ce qu'on vient de dire, au niveau des compétences et de ce qu'on a vu in cage, comment tu veux faire face à une furie pareille, quoi. Donc voilà, ce sera toujours cette espèce de pincement au cœur, Cain Velasquez. Mais effectivement, la durée doit compter. La durée doit compter, mon cher Rust. Eh bien, c'est tout pour ce podcast mi-flash preview, un petit peu petite question bouillante sur ce main event de l'UFC 252. Prochains épisodes, on va s'intéresser plus particulièrement au style de Daniel Cormier et au style de Stipe Miocic. Quels sont les facteurs X? Qu'est-ce qui va peut-être faire basculer le choc que tout le monde attend? Donc voilà, on est de retour au charbon puisque Rust va revenir de vacances, car toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais, mais bon, ça fait du bien de se recharger avec le bonheur montagnard, là. Exactement. Rust est rechargé. Allez. Et big shout out to Venom. Big shout out à notre proud sponsor Venom. Donc le lien est dans la description. Si vous voulez la veste bandit que je portais la dernière fois, eh bien le lien est dans la description. Et pour My Sweet Protein, dernière ligne droite pour les soldes, avec moins 45% supplémentaire avec le code La Sueur. Elle est formidable cette vie. À très vite. À très vite. Swear.